Rejoignez-moi sur Patreon pour accéder à l'ensemble de mon contenu inédit. Des épisodes spéciaux, des cours en visio, des apéros philo, un moyen simple de soutenir mon travail tout en vous donnant matière à penser. Je vous attends sur Patreon, le lien est dans la description. Philippe Boxo, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour cet entretien. Alors aujourd'hui, on va parler de la mort et on va essayer de le faire dans des termes qui ne soient pas trop rebutants pour nos auditeurs. En tout cas, on va essayer. Avant de commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter pour ceux qui ne vous connaîtraient pas et nous dire pourquoi nous sommes ici aujourd'hui? Je m'appelle Philippe Boxo. Je suis médecin légiste. C'était pas ma destination première au départ. Je n'étais pas vraiment destiné à ça. J'étais parti plutôt pour la médecine générale. Et avant ça, j'étais parti pour la prêtrise. Donc, objectivement, mon parcours a été un peu chahuté, comme tous les parcours de vie, je crois, hein. Les parcours de vie rectilignes, ça ne doit pas exister beaucoup. Et donc, voilà, je suis devenu médecin légiste vraiment par passion. Je le suis toujours par passion. Et je continue à exercer mon métier avec beaucoup de passion. Je crois que ça se voit un peu dans mes livres, hein, la façon dont j'en parle. Voilà, en Alors gros, effectivement, qui vous je êtes suis. l'auteur de deux livres, tous les deux aux éditions Kennes, donc Les morts ont la parole en 2022, Entretien avec un cadavre en 2023. Je ne crois pas trahir Ouais, un secret en disant que vous êtes en train d'en écrire un troisième. ouais. Et alors, vos deux premiers livres ont fait un tabac sur Amazon. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot. Et je comprends ce succès parce que on apprend beaucoup de choses dans vos livres, c'est-à-dire le rôle et la fonction du médecin légiste dans une enquête criminelle, depuis le coup de Mhm. téléphone du juge d'instruction jusqu'à la résolution de l'enquête. Vous nous expliquez aussi comment se passe une autopsie. Donc, vous donnez des informations techniques, anatomiques, d'une manière très vulgarisée. Et vous réussissez en même temps à être drôle, ce qui est quand même un exploit quand on traite de ce genre de sujet. Donc pour tous nos éditeurs qui voudraient lire vos livres, je mets le lien dans la description, en cliquable, comme dirait notre ami Guillaume Play. Et en parlant de Guillaume Play d'ailleurs, je dois bien vous confesser que moi je vous ai connu suite à vos passages dans l'émission Légende, qui eux aussi ont remporté énormément de succès, hein, plusieurs millions de vues. Et ça m'amène à ma première question. Comment est-ce que vous expliquez, je vais pas dire la fascination, mais en tout cas l'intérêt, l'attrait du grand public pour les métiers liés à la mort? Alors, pourquoi est-ce que les gens s'y intéressent? Et c'est une question que je me pose depuis à peu près le mois de février. Vous avez parlé tout à l'heure de Guillaume Play. Guillaume Play est un gars avec qui je m'entends, mais vraiment très, très bien. J'adore la connexion qu'il y a entre nous dans dans les auditions, dans les interviews qu'il fait. Et je pensais que c'était ça qui donnait une tonalité, qui faisait que les gens avaient envie de regarder nos entretiens. Et puis je me rends compte qu'il y a aussi autre chose derrière, puisqu'il s'intéresse également à la lecture de mes deux bouquins, c'est que la mort pose question. Et elle pose question depuis la naissance, depuis le moment où on se rend compte que la mort existe. Et chez moi, ça a été vers 5 6 ans, je me suis rendu compte, avec beaucoup d'angoisse d'ailleurs, que la mort existait. Et puis, on m'a donné une réponse qui était celle de la religion, en disant, mais ne t'inquiète pas, ma famille est très catholique, ne t'inquiète pas, il y a le Christ, Dieu va te ressusciter, donc il y a pas de problème, tu vas mourir, ok, mais il y a une résurrection après. Et puis, ben, je suis resté dans ce giron, moi, jusque l'âge d'une vingtaine d'années. À ce moment-là, je me suis rendu compte que j'étais pas croyant, j'étais athée, j'ai perdu ma foi. Je ne sais même pas si je l'avais. Et c'est une bonne question à se poser, en fait. Et puis, je me rends compte que les gens sont dans le même parcours. C'est-à-dire que on se demande ce qu'il y a après, quoi. Alors, quelqu'un comme moi qui voit des morts, les gens imaginent que je sais ce qu'est la mort, mais j'en sais pas plus long qu'eux, en fait. Je sais ce que sont des morts. Je peux, sur base de mes connaissances, sur base des examens que je vais faire, que ce soit l'examen extérieur, l'autopsie, je peux arriver à déterminer de quoi quelqu'un meurt, mais je sais toujours pas ce qu'est la mort. Alors, dans mes livres, c'est un peu des livres policiers, puisque, comme vous le dites, hein, je commence par, on m'appelle le médecin légiste, allô docteur, c'est même devenu, dans ma maison d'édition, un sujet, on rigole avec ça. Allô docteur, voilà, c'est presque une marque de fabrique de mes bouquins. Allô docteur, j'ai un mort. Ah oui, tu m'appelles, c'est que tu as un mort. Ok, je vais aller le voir. Et puis, je fais tout le chemin. Donc, ce qu'il y a d'amusant, je pense, pour le lecteur, c'est de suivre le médecin légiste pendant tout son trajet jusqu'à le maximum de ce qu'il peut faire, c'est voir l'autopsie, puis son rapport d'autopsie qui vient derrière, et qui est l'aboutissement de tout son job. Avec, et je choisis effectivement mes histoires un peu en fonction de ça, hein, il faut bien dire, avec, je montre que la médecine légale apporte quelque chose.
mes livres ne sont pas anodins au sens où en Belgique, on n'est pas très reconnu, on n'est pas très respecté non plus par le gouvernement, par la justice, oui, il n'y a pas de problème avec eux, mais le gouvernement, clairement, nous néglige totalement. Et il est clair que mes livres sont aussi un appel à ce qu'on se rende compte que la médecine légale sert à quelque chose. Je raconte pas des histoires où on sert à rien. Je raconte pas des histoires où le meurtrier a téléphoné à la police en disant, écoutez, j'ai tué ma femme, c'est moi, venez me chercher. Ça, on en a plein. Ceux-là, je les évite. Je prends des histoires où il y a une intrigue, où il y a moyen, à travers la médecine légale, bien sûr, d'arriver à une résolution. Je crois que c'est ça aussi qui amuse. Un, je dis des choses qui sont vraies. Deux, je les explique. Et trois, je raconte une histoire où le fond médico-légal est vrai, où l'histoire autour est un peu romancée, j'avoue. Hein. Les noms sont évidemment changés. Le contexte est un peu modifié aussi pour qu'on ne reconnaisse pas. Je ne tiens pas à ce qu'on reconnaisse. Il n'y a pas de problème si on reconnaît. Mais je préfère faire en sorte que, voilà, on protège le mort, on protège aussi quelque peu sa famille, même si c'est pas parfait, et même si en plus ce n'est pas obligatoire, hein, objectivement. Donc voilà, je crois que c'est ça qui intéresse les gens, c'est de voir à quoi on peut servir et d'avoir une relation ici qui est vraie. Et alors, vous avez fait une distinction que je trouve très intéressante en disant que vous ne connaissiez pas la mort, vous connaissiez des morts, puisque bah, votre métier c'est d'ausculter des morts, mais sauf que le mort, donc le cadavre, c'est notre seule interface finalement entre le monde des vivants et le monde de la mort. Et je trouve, et vous me direz ce que vous en pensez, qu'il y a un statut ambigu du cadavre, c'est-à-dire que c'est à la fois quelqu'un qui n'est plus, donc à ce titre il n'est plus vraiment une personne, au sens où on entend le mot personne, mais il est quand même quelqu'un qui a été et qui à ce titre mériterait un certain respect. Et je trouve que dans vos livres, vous insistez beaucoup sur le respect du défunt, le respect du cadavre. Et moi, en tant qu'aspirant philosophe, je ne peux m'empêcher de vous poser cette question un peu provocante. Au nom de quoi faudrait-il respecter un cadavre? Au nom du fait qu'il a existé et qu'il a été objet d'amour et d'affection de la part des siens, de la part d'autrui. Rien que sur ce plan-là, je trouve qu'il le mérite. Euh, d'une part. Et d'autre part, ce respect du cadavre est aussi un respect de ceux qui l'ont aimé. Pour moi, il y a une continuité, je ne les sépare pas. Donc, si je respecte le cadavre, je respecte la famille. Si je respecte pas le cadavre, je respecte pas la famille, puisqu'à ce moment-là, je ne respecte pas leur douleur et j'en ajoute à la douleur qu'ils subissent. Et ça, je peux pas le tolérer. Je peux pas le tolérer ni de ma part, ni de la part de ceux qui travaillent avec moi. C'est juste intolérable. Donc, j'agis et nous agissons tous en manière telle qu'il y a un respect qui s'exerce vis-à-vis du corps du défunt. Alors, c'est un respect qui va jusqu'à le recoudre, c'est-à-dire lui rendre une apparence. On remet les organes à leur place, une fois qu'on les a sortis du corps, et puis on le recoud. Le recoudre, ça sert à rien. En fait, allez, quand on réfléchit matériellement, c'est complètement inutile, puisque de toute façon, c'est fait pour pourrir ou pour être détruit par le feu s'il est incinéré. Donc, c'est totalement inutile. C'est du temps perdu. Eh ben non, c'est pas du temps perdu, parce qu'il permet d'arriver et de manifester justement le fait qu'on respecte le corps. Et alors, il y a un truc qui m'énerve, mais profondément, c'est les gens qui disent que l'autopsie ne respecte pas le corps. Le fait d'autopsie est un profond irrespect pour le corps. Mais c'est crétin. L'irrespect pour le corps, c'est justement de ne pas aller à la recherche de ce qu'il a tué. C'est de permettre à un meurtrier de rester en liberté. C'est de condamner une famille à ne pas savoir de quoi il est mort. Alors, j'avais une psychologue qui m'avait vraiment frappé à l'époque, et aujourd'hui, je ne dirais en wallon, mais Ken Bies. Ken Bies veut dire, mais quelle sotte. Hein, voilà, Ken Bies. C'est un mot wallon, comme ça, aujourd'hui, vous aurez aussi appris quelque chose. Vous pouvez le lâcher, ça fait toujours bon genre. Qui m'avait dit, un de mes connaissances était décédé, celle qui me l'apprend, je dis, mais il est mort de quoi? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est la première question que tout le monde se pose. Il est mort de quoi? Et elle me dit, mais enfin, mais quel intérêt est-ce que ça peut avoir? C'est la mort qui est la plus importante. Elle dit, oui, mais il est mort de quoi? On a besoin de savoir, c'est un besoin inné, de savoir de quoi la personne est morte. Et moi, j'ai des familles qui m'écrivent, qui m'envoient des dossiers d'autopsie, des dossiers de photos de leurs défunts, etc., en disant, on n'a pas su me dire de quoi il est mort, est-ce que vous avez une explication? Je discute avec eux, je prends les éléments qu'il me faut, et alors je leur donne un faisceau d'éléments, de diagnostic différentiel, quoi, de cause et d'essai. Ça les soulage. Ils ont besoin de savoir. Il y a une dame qui m'écrit, mon mari est mort de ça, est-ce que si j'étais arrivé un quart d'heure plus tôt, est-ce que ça l'aurait sauvé? Et je lui dis, non,
Non, vu la façon dont il est mort, c'est arrivé un quart d'heure plus tôt, ça ne servait à rien. Il était de toute façon, allez, perdu, quoi. C'est médicalement perdu. Les gens ont besoin de ça. Et s'ils ne l'ont pas, c'est des questions qui restent dans la tête, c'est des deuils qui ne se font pas correctement. Vous le dites à un moment donné dans un de vos livres, vous dites que savoir ce qu'il s'est passé, c'est une étape indispensable du travail de deuil. Et ça m'amène directement à une question que j'avais prévue pour la fin de l'entretien, mais allons-y, qui est de dire, est-ce que la mort n'est pas d'abord un problème de vivant? Je reprendrai un petit peu la phrase d'Épicure, hein, qui est connue, c'est de dire la mort n'est rien parce que lorsqu'on est vivant, la mort n'est pas là, et lorsqu'on n'est plus là, eh bien, on n'y est plus confronté. Et donc, d'une certaine manière, là encore, j'ai envie de vous poser une question provocante. Est-ce que la douleur du deuil n'est pas une douleur finalement égoïste parce qu'elle ne concerne pas directement celui qui est parti, elle concerne ceux qui restent? C'est une chose que je dis souvent, c'est que ceux qui souffrent sont ceux qui restent. Le mort, il s'en fout, il est mort. Et en étant mort, il est privé justement de tout accès à la vie, c'est-à-dire de toute possibilité de douleur, de toute possibilité d'intellectualisation de quoi que ce soit, de corticalisation. La douleur, c'est cortical. C'est quelque chose qui passe nécessairement par la prise de connaissance de. Donc, lui, il souffre plus. Et c'est une des raisons pour lesquelles je dis toujours aux gens, mais c'est pas un problème d'autopsier quelqu'un, c'est pas un problème de voir en mort. Justement, il ne souffre plus. Si même il a souffert, quand je le vois, il n'est plus en souffrance. Donc, la véritable souffrance, c'est pour ceux qui restent, toujours. Et effectivement, ce qu'on pleure, c'est notre propre finitude, hein, parce que le fait de rencontrer un mort nous rappelle que nous aussi, on va mourir. Et ça, c'est pas nécessairement comique. Dans mon cas, c'est passé depuis longtemps, parce que j'en ai déjà tellement vu des morts que forcément, je suis habitué et j'ai bien conscience, mais une conscience réelle, une vraie conscience cérébrale, que je vais mourir. Comment, j'en sais rien, mais ça va arriver un jour. Voilà, je n'en fais pas un fromage et j'ai réglé ce problème. Si vous ne réglez pas ce problème, faites pas ce métier. Ça, c'est clair. À un moment donné, vous allez craquer. Donc voilà, si on pleure la mort de quelqu'un, c'est la souffrance de l'avoir perdu. C'est pas la souffrance, c'est la souffrance qu'il soit mort, oui, mais qu'il soit mort parce que nous l'avons perdu, et c'est là que se trouve toute la douleur. C'est dans la perte. Très bien. Alors, on C'est une plaie. reparlera, si vous voulez, un petit peu plus tard de cette question de l'angoisse de la mort qui, selon moi, est une question absolument centrale et votre point de vue m'intéresse. Mais avant ça, j'aimerais revenir à des choses peut-être un peu plus prosaïques. Je ne sais pas si vous avez vu le film d'Alfred Hitchcock qui s'appelle La Corde. Pour aller très vite, en gros, ce sont deux étudiants qui décident de tuer un de leurs camarades de classe simplement pour se prouver qu'ils sont au-dessus du genre humain, au-dessus du commun des mortels, et que donc, pour eux, tuer, c'est-à-dire ôter la vie, n'est pas si grave que ça. Et donc, la question que ça me fait venir, c'est de vous demander, au cours de votre carrière, est-ce que vous avez déjà rencontré des meurtres sans raison? J'en ai déjà eu et ouais, c'était des meurtriers en série en fait. Et ces meurtriers en série tuaient pour le plaisir de tuer. Ils martyrisaient les gens, ils les torturaient avant de les tuer. Aujourd'hui, ils sont morts tous les deux. Ils sont morts en prison d'ailleurs. Et c'était un des tout premiers dossiers de ma carrière. C'était 1992. C'était vraiment le tout début de ma carrière. Et j'ai eu dans mes tout premiers dossiers, j'ai pas fait tout seul, hein, j'étais accompagné par le patron, j'ai eu ce dossier-là à traiter. Et ça m'a tout de suite permis de rencontrer ce qu'on appelle la psychopathie, c'est-à-dire des gens qui n'ont aucune empathie et qui, même pour certains, et là c'est une psychopathie de perverse, aiment faire souffrir. C'est du sadisme poussé à l'extrême, puisqu'on va aller jusqu'à faire souffrir l'autre. Et pire que ça, et ça m'a beaucoup touché. Euh, c'est un homme et une femme qui sont tués par mes deux meurtriers en série. C'était deux amoureux. Ils étaient partis simplement pour aller au cinéma et ils se sont fait capter par ces deux tueurs qui les ont embarqués en voiture. On n'est pas sûr qu'ils ont violé la fille, mais ça rentre bien dans leur concept puisqu'ils l'ont fait par ailleurs avec d'autres victimes. Et puis, ils les ont tués, l'un après l'autre à la riot gun, dans un bois, l'un quasiment à côté de l'autre. Donc, c'est terrible parce que l'un n'a pas su qu'il était mort. Il a ramassé une balle dans le crâne, une balle de riot gun, il n'y a plus de crâne. Donc, clairement, il n'a pas su qu'il était mort. Mais l'autre, lui, elle plutôt, je pense que c'est elle qui a été tuée en deuxième, a su que son compagnon était mort et qu'elle allait y passer. Vous imaginez l'angoisse qui était la sienne. J'ai été très vite confronté à ce genre de situation d'horreur, parce que ça, c'est vraiment l'horreur, à ce genre de situation d'horreur et à ce genre de personnage aussi.
parce que tous les deux, je les ai rencontrés plusieurs fois en prison, je les ai bien connus à force de les rencontrer. J'en parle pas dans mes bouquins parce que c'est, voilà, je présente de la médecine égale de tous les jours, je présente pas de la médecine égale d'exception. Et, 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 et il n'y a rien à faire. À un moment donné, il y a une forme d'amitié qui naît quand on rencontre des gens comme ça à peu près tous les jours et qu'ils deviennent sympas avec vous, parce que c'est ce qui se passe. Ils finissent par me tutoyer, je finis par les tutoyer, on finit par s'appeler par nos prénoms, et il finit par y avoir un lien. Eh bien, c'est très, très perturbant de se rendre compte, pour moi, qu'il y a moyen de créer un lien avec des gens qui sont aussi hideux, aussi atroces, aussi pervers, finalement, aussi que ceux-là. Et pourtant, ça existe. Donc, tout ça relativise très fort. Là, vous venez, évidemment sans le savoir, parce que vous ne connaissez pas par avance les questions que je vais vous poser, mais de répondre à deux questions que j'avais envie de vous poser et que je vais désolidariser là pour que vous puissiez peut-être apporter un éclairage supplémentaire. La première question, c'était, est-ce que vous avez déjà rencontré la monstruosité, la barbarie? Alors, c'est très compliqué parce que quand on emploie ces mots, généralement, ça fait appel à des affects, mais c'est très difficile de mettre une définition technique sur ce qu'on appelle la monstruosité ou la barbarie, hein. Ce sont des termes repoussoirs. Donc la première question, c'est est-ce que vous avez déjà rencontré la barbarie, en tout cas ce qui à vos yeux relève de la barbarie? Et la deuxième question qui devait suivre, c'était est-ce qu'il vous est arrivé d'éprouver de l'empathie pour des meurtriers? Alors, quant à la barbarie, oui, plusieurs fois, hein. Quand quelqu'un tue un enfant, pour moi, c'est une barbarie. Et j'ai vu quand même pas mal d'enfants tués après avoir été violés. Un père qui, je raconte dans aucun livre, ça je raconterai jamais dans une sorte de nouveau parce que j'estime que c'est pas lieu. Mais un père qui violait sa fille en même temps qu'il l'étranglait, qu'il la tuait, elle perdait connaissance, il attendait qu'elle récupère connaissance, il continuait à violer tout en l'étranglant, il a fini par la tuer. Donc, tout ça, j'ai vécu. Enfin, j'ai vu les résultats. Je n'étais pas là lorsque les faits ont été commis. C'est pour ça que je dis que je n'ai pas vécu, mais j'ai vécu l'après. Cet après est très difficile à vivre pour tout le monde. Pour tout le monde. On franchit ça avec plus ou moins de bonheur et un médecin légiste, normalement, le franchit sans trop de difficultés, mais ça reste quand même inscrit quelque part dans la mémoire. Je suis allé au Kosovo pour déterrer les charniers de l'époque de Slobodan Milosevic. C'est de la barbarie à l'état pur, c'est une opération ethnique. C'était les musulmans qui se faisaient tuer avec des techniques qui étaient celles des nazis, dans des fosses qui ressemblaient exactement à ce que les nazis avaient fait pendant la Deuxième Guerre mondiale. J'ai été confronté à tout ça. Mais ça ne me surprend pas, parce que la nature humaine est telle que je sais que je dois m'attendre à ça. Je sais que ça a toujours existé et qu'il n'y a pas une seule société qui a évité ce genre d'individus qui sont en fait de vrais psychopathes. Et que, ben voilà, je vais nécessairement en rencontrer. Et dans ma carrière, je sais que je vais encore en rencontrer. Je suis maintenant passé au-delà de tout ça. Je suis passé au-delà de tout ça. Et quand tu as une relation avec un criminel, oui, il y a moyen, effectivement. J'ai rencontré énormément de criminels, forcément. Chaque fois qu'il y a un fait criminel, je rencontre le meurtrier. Certains sont profondément sympathiques. Alors quand je dis ça, ça choque toujours. Mais c'est pas parce qu'ils avaient une personne, vous savez, il y a des hommes qui tuent leurs femmes. Beaucoup moins de femmes qui tuent leurs hommes. Hein. Mais des hommes qui tuent leurs femmes, c'est pas pour autant que ce sont des êtres qui sont répugnants, répulsifs à tout point de vue. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et effectivement, il y a moyen d'avoir une relation amicale avec quelqu'un qui soit un parfait meurtrier. Ça existe, et ça existe même. Les gardiens de prison vous le diront, hein, qu'ils ont des relations amicales avec, mais qui sont cadrées, des relations amicales avec certains détenus. Ça existe. Ben justement, j'avais une question par rapport au fait que peut-être que nous serions tous potentiellement des meurtriers selon les circonstances, selon les aléas de la vie. Et, et ma question, je la formule ainsi. Est-ce que selon vous, on peut être un tueur qui s'ignore, un tueur asymptomatique? Bien sûr, évidemment. Je n'arrête pas de le dire. Que une grosse partie de la société, hein, j'exagère quand je dis que tout le monde est capable de, c'est sans doute pas vrai. Je crois qu'il y a des gens qui en sont purement incapables, quoi qu'on fasse. Mais en tout cas, dans la grande partie de la population, il y a un moment de rupture. C'est la mauvaise personne, l'auteur, au mauvais moment, au mauvais endroit et dans les mauvaises conditions. Et c'est ce cocktail-là qui fait que le meurtre est possible. Même chez des gens chez qui vous ne penseriez jamais qu'ils soient capables de tuer. On peut tous glisser, on peut tous commettre des erreurs, et cette erreur-là, nombreux sont ceux qui pourraient la commettre également.
Alors que le meurtre, c'est une connerie. Quand vous réfléchissez, ça ne sert à rien. Ça ne résout rien. Ça ne résout rien du tout. Alors, à quoi sert de tuer? Dans la plupart des cas, on se fait choper en plus. Et donc, on ruine non seulement sa vie, parce qu'on va se faire avoir, hein, dans plus de 80% des cas, on est pris. Euh, on ruine la vie de l'autre, on ruine la vie de notre propre famille et la vie de la famille de celui qu'on bute. Donc, c'est idiot. Quand vous réfléchissez, quand vous intellectualisez un peu ça, le coût-bénéfice, il est nul. Alors, certains le font, et je vous avoue que moi, je suis persuadé que je serais capable de tuer. Il y a plein de gens qui sont capables de tuer dans mes amis, j'en connais plein. Il faut être au mauvais moment, au mauvais endroit, dans les mauvaises conditions. Voilà. Et quand ce cocktail-là est réuni, ben, il vaut mieux qu'il n'y ait pas d'armes à feu à votre disposition. Alors pour revenir un peu sur la question de la monstruosité, hein, pour employer un mot facile à comprendre, même si c'est toujours plus complexe, vous consacrez un chapitre dans Entretien avec un cadavre aux infanticides. Alors parce que je précise que vos livres sont drôles, mais pas que, ils sont parfois assez durs, donc il faut quand même avoir les nerfs bien accrochés, hein. Vous consacrez un chapitre aux infanticides et vous les appelez des morts auxquelles on ne s'habitue pas. Et je trouvais votre définition intéressante parce qu'elle parle à toute personne qui a des enfants. Et vous parlez notamment d'enfants tués par leurs parents, et plus précisément par leur mère. Et ça m'amène cette question, est-ce que selon vous, le fait qu'une mère puisse tuer son enfant, ça contredit l'idée d'un amour maternel, d'un instinct maternel inconditionnel? Non, ça ne le contredit pas du tout. C'est un instinct maternel inconditionnel, je ne sais pas. Il y a des femmes qui n'ont aucun instinct maternel, hein, j'en connais. Et ce ne sont pas nécessairement celles-là qui tuent. On a des dames avec un instinct maternel profond qui tuent quand même leurs enfants. J'ai des hommes avec un instinct paternel profond qui tuent aussi leurs gosses. J'ai vu de tout. Et, et à un moment donné, ben, il y a une faille, il y a quelque chose qui se produit. La mère tue son gosse. Tous les cas que j'ai eus, c'était des cas dramatiques de femmes qui, sur le plan psychique, étaient profondément instables. Ça, c'est une première chose. Je dirais pas que toutes les femmes instables sont des tueuses en puissance, c'est pas vrai. Mais en tout cas, celles qui ont tué leur gosse que j'ai connues étaient véritablement des grandes instables sur le plan psychique, des femmes qui n'étaient pas bien structurées et surtout qui n'étaient pas entourées, avec un mari qui était en général absent ou qui était défaillant. Et c'est pratiquement toujours dans ces situations-là que j'ai vu une femme qui tue un enfant. J'en ai vu une qui avait écrasé la tête de son gosse entre ses mains, elle a fait complètement exploser la boîte crânienne, une qui a étouffé son gosse, une autre qui a tiré dessus. J'en ai vu de toutes les sortes. Et dans tous les cas que j'ai vus, j'ai constaté ça. C'est des femmes qui n'étaient pas correctement structurées sur le plan psychique et qui, en plus, étaient laissées un peu à l'abandon par leur conjoint. Par contre, les hommes, c'est différent. Très souvent, c'est des coups de colère, c'est des coups de sang, et il y en a qui arrivent à tuer leur gosse sur un coup de sang. Ils n'ont jamais voulu tuer, hein. J'ai d'abord un cas où je suis persuadé que le gars n'a jamais voulu tuer l'enfant, mais lui a mis un coup de trop, quoi. Un coup dans l'abdomen qui a fait saigner le foie. C'est pas le premier. J'en ai déjà eu plusieurs coups dans l'abdomen, le foie éclate, il se met à saigner, l'enfant meurt. Ça, ce sont des gens qui n'ont pas assez de contrôle de leurs émotions et qui sont capables d'avoir un passage à l'acte tel que celui-là sans vouloir nécessairement tuer l'enfant. Ça, j'en suis persuadé. À côté de ça, j'ai connu déjà plusieurs pères qui ont tué leur gosse pour faire souffrir la mère et pour se venger de la mère. Donc, c'est à travers l'enfant qu'ils se vengent sur la mère en lui ruinant sa vie. Leur est déjà ruinée parce que, en général, la femme les quitte, elle a un amant, enfin, il y a quelque chose, quoi, hein. Et eux se retrouvent avec les enfants. C'est spécial. Les deux fois, c'était un père avec deux enfants. Tous les deux de sexe masculin, d'ailleurs, dans les deux cas de figure que j'ai en tête. Et le père les a, les uns comme les autres, tués de façon pratiquement immédiate suite à ce qu'il avait compris ou cru comprendre ou ce qui lui avait été révélé par rapport à la vie de la mère, pour faire souffrir la mère. C'est intéressant parce que quand on lit vos livres, on s'aperçoit que vous êtes un technicien de la mort. Et j'ai l'impression que votre rapport technique à la mort vous permet de développer une compétence psychologique sur ce qui a amené au meurtre. Comme si vous étiez capable, en partie, de reconstituer le fil narratif et même le fil psychologique qui a conduit à ce meurtre. Est-ce que c'est effectivement le cas? Est-ce que ça a ses limites? Comment est-ce que vous l'envisagez?
C'est le cas, c'est pas volontaire dans mon chef, et j'envisage avec beaucoup de réserve, parce que je suis pas psychologue et je suis pas psychiatre. J'ai comme principe qu'on ne fait bien que ce que l'on fait d'habitude, donc je vais pas m'instituer ni psychologue ni psychiatre. Mais souvent, quand l'affaire évolue, ou même dès le premier moment, euh, en voyant comment ça s'est passé, ce qui s'est passé, en reconstituant ce qui s'est passé, on a un profil psychologique. Hein. On a un profil psychologique et on comprend mieux. En tout cas, j'ai l'impression de mieux comprendre. Alors, ce qui m'amuse, c'est que je ne dis rien. Évidemment, je garde ça pour moi parce que c'est pas ce qui m'a demandé. Et puis, on voit le dossier qui évolue. Et à un moment donné, ben, on a la solution, on a l'auteur. Et alors, je peux confronter ce que j'avais comme idée au départ avec la solution à l'arrivée. Ce qui m'est déjà arrivé plusieurs fois, mais ça fait partie de l'exceptionnalité, hein, attention. Hein. Ça m'est arrivé peut-être 5, 6 fois en 30 ans. Faut pas croire que ça arrive à tous les coups. C'est en voyant quelqu'un sur la scène de crime ou pas loin de la scène de crime me dire que c'est lui. Et je me suis jamais trompé. Quand j'ai ça en tête, c'est bon, quoi. Je le dis pas aux enquêteurs, je dis rien, je garde ça pour moi, mais c'est une sensation. Il y a une vibration qui émane de l'individu en question qui n'est pas une vibration normale. On est dans l'anormalité. Alors, si c'est le mari, par exemple, on peut être dans l'anormalité parce qu'il souffre, mais la vibration de quelqu'un qui souffre et la vibration de quelqu'un qui ment, c'est pas la même. Et je le sens. C'est pas dans tous les cas. On est dans un caractère exceptionnel. Je suis pas un magnétiseur, un devin, rien de tout ça. On est dans un caractère d'exception. Oui, ces intuitions-là dont vous parlez, on arrive, quand on lit vos livres, à comprendre que ce sont comme des raisonnements ou des analyses inconscientes, mais qu'en tout cas vous font percevoir qu'il y a quelque chose qui cloche. Et ça, je trouve que ça transparaît beaucoup quand on vous appelle pour des suicides dont il vous arrive parfois de reconnaître instantanément, presque de manière instinctive, que ça n'en sont pas. Et ça m'a amené une question qui est que, effectivement, beaucoup de meurtres sont déguisés, sont maquillés en suicide, parce que finalement, qu'est-ce que le meurtre parfait? C'est le meurtre dont on ne recherche pas le meurtrier, c'est-à-dire dont on pense qu'il a été commis par la victime elle-même. Donc, beaucoup de meurtres sont maquillés en suicide. Mais est-ce que l'inverse est possible? J'entends par là, est-ce qu'il y a des personnes qui se suicident, mais qui veulent laisser croire à la postérité qu'elles ont été tuées, comme pour finalement partir avec la gloire et les honneurs? Est-ce que c'est des choses qui peuvent arriver? Ça peut arriver. Ça peut arriver. J'ai déjà eu le cas une fois d'un type qui s'est suicidé et qui a voulu faire croire à un meurtre. Il a mis sa maison sans dessus et il avait inventé un dispositif qui a disparu, c'était sur base d'un élastique. On RTL qu'après s'être tiré dessus, l'arme était projetée au loin. Mais quand je dis au loin, c'est normal qu'on retrouve l'arme à côté du corps quand quelqu'un se suicide. Mais quand je dis au loin, c'était carrément à l'autre bout de la pièce. Et c'était un système d'élastique qui lui permettait de envoyer l'arme bien loin pour qu'on imagine que ça pouvait pas être lui, quoi. Voilà. Eh ben, ça, j'ai connu, ouais. Et on a pu démonter toute l'histoire. Pourquoi? Parce que les enquêteurs, mais ça, on leur doit à eux, se sont rendus compte que ça pouvait pas être la femme. Ils avaient cette espèce d'intuition que ça allait pas. C'est une intuition de flic, hein. Quand ils ont l'habitude d'arriver sur une scène de crime, ils ont l'habitude de voir les éléments, ils ont l'habitude de découvrir, et ils avaient l'impression qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Et effectivement, il y a un truc qui n'allait pas. La porte n'avait pas été forcée. Et il n'y avait aucun moyen d'entrer dans la maison. Et c'est partant du fait que la porte n'avait pas été forcée et qu'on avait essayé d'inventer un truc là, où la maison a été fouillée, etc., que ils se sont dit, ben ça va, c'est un montage, mais comment est-ce qu'il a pu faire? Et on a retrouvé l'élastique. Et on a mis un temps fou à comprendre comment il a pu faire. Et est-ce que vous, ça vous intéresse de comprendre la motivation de cette personne à faire croire à un meurtre alors qu'elle s'est suicidée? Ah oui, c'est toujours intéressant. En fait, quand vous êtes dans une histoire pareille, vous avez envie de connaître la fin. Hein. C'est comme quand vous découvrez un roman policier, vous avez envie de connaître le bout. Même les Columbo, on a envie de vivre la fin alors qu'on sait depuis le début qui est le meurtrier. Donc oui, oui, bien sûr, on a envie de connaître la fin. Malheureusement, le système judiciaire a fait en manière telle que je ne connais la fin que quand j'arrive en cour d'assises ou si, pendant la période qui va mener à la cour d'assises, on m'interroge sur un point précis du dossier parce que l'auteur a une version, par exemple, et qu'il faut confronter cette version avec avec les découvertes médico-légales. Ma vie, c'est aussi de vivre dans un roman policier. Hein. C'est vraiment ça. Je vis en permanence des romans policiers. C'est génial.
Bah, c'est ce qui donne d'aussi bons livres, qui sont aussi captivants et on a vraiment l'impression de vous suivre au fil de vos enquêtes et de comprendre d'ailleurs le rôle déterminant que vous avez dans les enquêtes. Ce que j'ignorais, c'est-à-dire que vous dites bien, et je loue votre modestie en ce sens, c'est-à-dire que vous dites bien que vous ne vous substituez pas aux policiers et aux enquêteurs, Ah non. mais il arrive quand même très souvent que vous compreniez beaucoup de choses avant eux. Ah oui, vous allez voir que dans le prochain bouquin, j'explique même que on comprend beaucoup de choses avant eux. Effectivement, vous allez voir. Mais comprendre avant eux, c'est pas grave. Parce que mon rôle, c'est ça. C'est d'amener des éléments qui vont permettre de tenter d'aboutir à la résolution de l'affaire. Mais c'est pas nous qui amenons la résolution de l'affaire. J'ai bien entendu dans mon deuxième bouquin citer plein d'exemples où le médecin légiste a un vrai rôle à jouer. Pourquoi? Parce que l'histoire est pas intéressante. Si l'enquête se déroule en dehors de moi, je suis pas l'enquêteur, je risque de mal la raconter. Donc, voilà. Je choisis toujours des histoires où le rôle du médecin légiste a été prépondérant. Et aussi, je vous le dis, c'est pour que notre gouvernement, si un jour mon livre a l'avantage d'être lu par un de ces grands messieurs, comprennent qu'on a besoin de nous et qu'ils puissent enfin nous aider. Donc voilà, le but est évident. Et puis, il n'y a pas d'histoire si c'est pas nous qui amenons des éléments fondamentaux à la résolution de l'enquête. Mais l'enquête, c'est pas nous. L'enquête, c'est les enquêteurs. Et une bonne enquête, même avec d'excellents légistes, n'aboutira à rien si on n'a pas de bons enquêteurs. C'est eux qui sont véritablement la cheville ouvrière de tout le dossier. C'est l'enquête, c'est les enquêteurs. Et moi, je ne fais que de contribuer à l'enquête. Alors, dans un de vos deux livres, je ne sais plus lequel c'est, peut-être que vous pourrez me le rappeler, vous parlez d'un tueur à gages qui s'appelle Angelo. Et vous racontez à quel point ben, le meurtre pour Angelo, c'est quelque chose d'assez normal, c'est son quotidien puisque c'est son métier. Et en lisant cette anecdote, anecdote qui se termine par ce soir-là, sous-entendu après avoir tué un autre homme, Angelo rentrera chez lui et jouera avec ses enfants, ben, je me suis demandé si vous ne partagiez pas un sacré point commun avec Angelo, en tant que médecin légiste, à savoir que la mort est votre métier. Savoir que vous avez quelque part normalisé la mort. Donc j'aimerais savoir, selon vous, quelle est la pertinence et la limite de cette comparaison entre le médecin légiste et le tueur à gages. Ah ben, elle est très simple, je tue pas. Je ne tue pas. J'observe un corps mort et je me suis fait à l'idée que j'allais ouvrir un corps, aller chercher à l'intérieur les éléments qui m'intéressaient, qui étaient importants pour la résolution de l'enquête. Ça n'a jamais été un problème. En fait, il y a une autre différence. C'est que Angelo, tel que je le montre, c'est un personnage qui a réellement existé, Angelo. Hein. Et la façon dont je le connais en plus, et la façon dont je raconte les choses, c'est tel que j'imagine qu'il a pu les vivre. Il n'avait, par rapport au fait de tuer quelqu'un, aucune souffrance, aucune empathie. Il a même une certaine fierté d'y parvenir. Vous voyez? Donc, il mettait sa fierté dans le fait d'être capable de tuer quelqu'un simplement parce qu'on lui demandait. Moi, c'est pas ça. J'autopsie quelqu'un parce qu'on me le demande, mais il est déjà mort, donc je lui fais pas de mal. Dans Entretien avec un cadavre, vous dites une phrase que j'ai surlignée. Je cite, une des choses qui rendent la vie viable, c'est de ne pas connaître le jour de sa mort. Et donc, Ouais. vous enchaînez sur quelqu'un qui apprend qu'il a un cancer et que donc, désormais, le compte à rebours s'enclenche et que là, la mort devient quelque chose de réel. C'est plus simplement une projection mentale. Et du coup, j'ai tout de suite pensé à ce que disait Montaigne, hein, je crois que c'est le chapitre 20 des Essais, que philosopher, c'est apprendre à mourir. Sous-entendu, apprendre à accepter l'idée qu'un jour, nous allons mourir. Et donc, la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que, selon vous, les êtres humains que nous sommes sont conscients qu'un jour, ils vont mourir? Oui et non. On le sait, c'est-à-dire qu'on a conscience, on a connaissance du fait qu'on va mourir, mais on ne l'a pas expérimenté. Ce que c'est le gars à qui on apprend qu'il a un cancer et que, bon voilà, c'est foutu. Je pense à un cancer du pancréas, hein, c'est genre, ou un glioblastome de grade 4 au niveau cérébral. C'est le genre de truc dont on sait qu'on n'échappe pas. C'est très rare, exceptionnel quand on échappe. Je ne peux qu'espérer que les gens en échappent, évidemment. Mais voilà, la statistique est là, c'est pas bon. Lui, tout d'un coup, d'une connaissance, il en a une expérience. C'est-à-dire que tout d'un coup, il sait que le concret l'a rattrapé, quoi. Je suis sûr qu'il y a pas mal d'entre nous qui imaginent qu'ils sont immortels, hein, et qu'ils ne mourront pas. Et ils ont peut-être raison. Parce qu'en fait, nous vivons notre moment d'immortalité ici, avec une non-connaissance de ce qu'il y avait avant, et avec sans doute, sinon il faut être religieux,
une non-connaissance de ce qu'il y aura après. Donc, pour nous, l'immortalité n'a de sens qu'à l'intérieur de notre vie, et elle s'arrête, elle prend naissance au début, et elle se coupe à la fin. Et comme on n'a pas connaissance du reste, c'est une forme d'immortalité. En tout cas, dans ma façon de concevoir les choses. Mais à partir du moment où on nous dit, tu vas mourir, bah oui, tu le sais que tu vas mourir. Oui, mais tu vas mourir dans 3 mois, grand, hein, parce que ce que tu as là, à l'intérieur de l'abdomen, s'appelle un pancréas, il va pas bien. À l'intérieur du cerveau, il y a une tumeur, ça va pas bien non plus, et on n'y arrivera pas. Donc voilà, commence à préparer tes affaires. Ça, c'est insupportable. Ça, c'est à ce moment-là que véritablement l'organisme est secoué, mais d'une façon inouïe. Allez, je vais peut-être mourir pendant cette nuit. C'est vrai, mais j'en ai pas vraiment conscience. Je vis pas avec ça. Lui, maintenant, il va vivre avec ça tous les jours parce que c'est une réalité qui lui tombe en plein dans la figure. Oui, en gros, on a conscience de la mort quand elle devient concrète, parce qu'il y a une différence entre savoir une Oui, chose concrètement et la savoir abstraitement. Donc, abstraitement, on sait qu'on va mourir. Et d'ailleurs, c'est Heidegger qui disait que la phrase tout le monde meurt un jour, c'est une phrase qui veut rien dire parce que derrière tout le monde, on met personne et derrière un jour, on met jamais. C'est-à-dire que c'est tellement abstrait qu'on a l'impression que c'est pas réel et qu'il faut le vivre presque de nos propres yeux ou de notre propre chair pour comprendre ce que ça veut dire. Et ça me fait penser au mythe de Gilgamesh, l'épopée de Gilgamesh, qui est un roi sanguinaire qui tue à tour de bras et qui n'a aucune angoisse de la mort pendant tout ce temps-là, jusqu'au jour où son ami Enkidu va mourir sous ses yeux, et c'est là qu'il prend conscience de sa propre mortalité, parce que ce jour-là, la mort devient quelque chose de concret pour lui. Comme si finalement, jusqu'à présent, ça n'avait été qu'un mot, et que derrière ce mot, il n'y avait rien de concret. Comme s'il fallait vivre la mort en face pour savoir qu'elle existe. Et d'ailleurs, je me permets d'enchaîner sur ma question suivante. Vous parlez des personnes qui prennent la décision de se suicider, et vous dites que, bah, paradoxalement, c'est à partir du moment où elles prennent la décision de se suicider qu'elles se sentent mieux, voire qu'elles peuvent être heureuses, parce que finalement, elles contrôlent ce qui reste de leur vie. exact. C'est tout à fait juste. C'est ça. Elles sont dans le contrôle. À partir de ce moment-là, elles savent que leur souffrance va s'arrêter. Et quand on sait que sa souffrance va s'arrêter, ça devient viable parce qu'on sait qu'il y a une fin. À partir du moment où la souffrance perdure jusqu'à quand, comme vous avez dit, le, le, le jour qui ne vient pas et qui on commence à désespérer, on entre dans un état qui malheureusement est insupportable pour beaucoup. J'ai rencontré un monsieur qui voulait mourir. Enfin, quand je dis j'ai rencontré un monsieur, c'est un de mes amis et il avait un cancer de la vessie et il est médecin en plus, donc il connaît bien, il sait de quoi il va mourir. Et surtout, il a décidé de ne pas se soigner. Alors, allez, on va pas rentrer dans les détails pour savoir pourquoi il n'a pas voulu se faire soigner, mais il savait qu'il allait mourir dans des souffrances qui n'étaient pas banales. Donc, j'étais son témoin d'euthanasie, ça veut dire le gars qui est la référence pour le moment où il désire se faire euthanasier, dire OK, pas OK. Et c'est ce que j'ai fait pour lui. Donc, j'ai assisté jusqu'au bout, j'ai assisté à sa mort en direct, hein, au bout de la seringue. Et, et lui, il a été mais, vraiment soulagé. Même chose, à partir du moment où il a su que c'était OK. Et il était même agréable. Il attendait l'heure. Il attendait l'heure. Vous savez, il y a beaucoup de gens parler de la conscientisation du fait que l'on va mourir. Comme vous le disiez très bien, il y a beaucoup de gens qui, à un moment donné, parce qu'ils voient un proche mourir, se rendent compte qu'ils vont mourir aussi. Et dans certains états post-deuil, les gens pourraient se dire, tiens, ils font mal leur travail de deuil. C'est pas le travail de deuil qu'ils font mal. C'est la prémonition de leur deuil qu'ils n'envisagent plus. C'est une angoisse qui devient véritablement presque obsessionnelle pour eux. C'est l'angoisse de la mort. Et il faut les aider. Il faut les aider. Et on a ça de temps en temps. C'est pas très fréquent, mais dans ce qu'on appelle le travail de deuil mal vécu, ce sont en fait des gens qui n'acceptent pas leur propre mort après avoir observé l'un des leurs morts. C'est souvent papa, c'est souvent maman. Oui, parce que quand on lit vos livres, je ne sais pas si c'est propre à moi, mais j'ai l'impression qu'on est obligé de se projeter dans vos personnages. Enfin, les personnes dont vous faites des personnages à travers vos livres, c'est-à-dire des gens qui sont monsieur et madame tout le monde, et qui un jour vont mourir, alors que bah, leur heure n'était pas censée être venue, c'est-à-dire de mort accidentelle, de mort prématurée. Autant quelqu'un qui meurt de vieillesse, on arrive à l'entendre. La maladie, c'est encore autre chose. Mais le meurtre, on a l'impression que ça ne concerne que les autres. Et donc quand on lit votre livre, il y a quand même un malaise de se dire, bah, finalement, ça peut m'arriver. Presque quoi que je fasse, c'est pas moi qui décide. Et on n'arrive pas à se dire concrètement, oui, ça pourrait être moi. Alors même que la personne qui est morte et dont vous parlez, elle ne se doutait pas un seul instant qu'elle allait mourir ce jour-là. Tout à fait.
Et on ne veut pas se rendre compte que ça peut être nous, parce que ce n'est pas nécessairement supportable. C'est une chose à laquelle on ne veut pas être confronté. Pourquoi? Parce qu'elle est génératrice d'angoisse, et la nature humaine n'aime pas l'angoisse. C'est quelque chose qui est insupportable, et si l'angoisse existe, on va tenter de la juguler. Donc, le fait d'être angoissé par l'idée que l'on pourrait mourir à n'importe quel moment, n'importe comment, mais attendez, c'est juste invivable. Ça veut dire que je vais avoir peur de traverser une route, de peur qu'il y ait une bagnole qui arrive trop vite. Je vais avoir peur de passer le long d'une maison, de peur qu'il y ait une tuile qui tombe du toit de la maison. Je vais avoir peur de tout, mais de tout. De toucher une prise au courant, des fois que la prise en question soit un peu dénudée, que j'ai un contact avec le fil. On peut tout imaginer, mais vraiment tout. Et ça, ce sont des gens qui souffrent d'angoisse pathologique et qu'il faut soigner. Et heureusement, par rapport à ce type de pathologie, on a de bonnes solutions en médecine. Et est-ce que, pour revenir à votre métier, vous pensez qu'on peut voir défiler autant de cadavres dans sa vie sans devenir insensible à la mort? Alors ça, ma femme vous dirait que je suis une boule d'émotion. J'arrive à chouler devant, chouler, ça veut dire pleurer en wallon, hein. J'arrive à pleurer devant un film, hein. Il y a mon menton qui se met à bouger. Quand ma famille voit ça, ils savent que je suis ému. Et avec l'âge, plus qu'avant. Je sais pas pourquoi, c'est physiologique, hein, sûrement. On dit que c'est l'expérience. Je crois pas. Je crois que c'est vraiment physiologique. Le métabolisme change avec l'âge, tout change avec l'âge, et effectivement, je crois que ça aussi. Et donc, on ne devient pas insensible. Je suis insensible au cadavre que j'ai en face de moi, c'est vrai. Mais je suis pas insensible à la façon dont il est mort, et je suis pas insensible à la souffrance de la famille. Et c'est-à-dire ce qui fait que je veux bien rencontrer les familles, c'est pas un problème. Mais il faut qu'ils le demandent, parce que j'estime qu'on ne s'impose pas auprès de la famille. C'est à eux de demander à rencontrer les légiste s'ils ont une question à poser. Et je ne peux y aller que si le procureur me donne autorisation, parce que je suis pas maître du secret de l'instruction, du secret d'information, du secret judiciaire. Je suis pas maître. Donc c'est à lui de me donner l'autorisation. Et à ce moment-là, je n'accepte de parler à la famille que si le procureur me donne l'autorisation de parler en vérité, c'est-à-dire de ne pas leur mentir. Je veux pouvoir dire la vérité. Et je le fais toujours. C'est un peu comme un sparadrap qu'on enlève, il faut l'enlever vite. Il faut pas, d'une part, traîner dans les explications, il faut être clair, précis, direct. En étant empathique, hein, mais clair, précis, direct. Et toujours dire la vérité. Ça fait mal la vérité, c'est vrai, ça fait mal. Il a souffert, le gamin? Oui, il a souffert. Mais ça n'a pas duré longtemps. Voilà, il a souffert, voilà le type de douleur qu'il a dû ressentir. On explique ça à la famille. Ne pas mentir, ne jamais mentir. Et toujours être clair dans les explications pour qu'ils comprennent. Parfois, les médecins pensent que, en utilisant un terme savant, les gens vont néanmoins comprendre. C'est pas vrai. Il faut des termes hyper simples, hyper précis, classiques. Et dire la vérité. Pourquoi? Ben parce que je représente le monde judiciaire pour eux. Hein. Et si je mens, dans leur tête, c'est tout le monde judiciaire qui ment. Et si on ment sur un détail comme a-t-il souffert ou pas souffert, par exemple, on pourrait très bien avoir menti sur d'autres choses. Alors Philippe, on s'achemine lentement vers la fin de cet entretien. Et donc, j'ai appris lors de l'un de vos passages sur Légende que dans votre jeunesse, vous vouliez devenir prêtre. D'où ma question, être en contact avec la mort éloigne-t-il de Dieu ou en rapproche-t-il? Eh ben, ni l'un ni l'autre. J'ai pas la foi parce que Dieu, tu m'as pas donné le don. Mais c'est une façon de remballer la balle en touche aussi. Hein, je suis bien d'accord, c'est pas très décent. Mais voilà, ça me fait rire de le dire comme ça. Voir je continue à dire, voir des morts, c'est pas voir la mort. Donc, il faut pas faire d'interprétation. Je ne suis pas plus compétent pour parler de la mort que n'importe qui. Pour parler des morts, je suis compétent, ça, à nul doute. Plus que n'importe qui. Ça, c'est vrai. Pas plus que n'importe quel autre médecin légiste, mais voilà, j'ai cette compétence de pouvoir parler des morts. Mais je n'ai aucune compétence pour parler de la mort. J'ai vu des gens mourir. Je connais pas la mort pour autant. J'ai juste vu mourir. Ça n'a aucun sens. C'est pas ça la mort. La mort, c'est autre chose. C'est quelque chose que je n'appréhende pas réellement. Alors, quant à croire en Dieu ou pas, vous savez, voir des cadavres n'éloigne ni ne rapproche. Croire en Dieu ou pas, c'est une capacité que l'individu a ou qu'il n'a pas, et dans mon cas, je ne l'ai pas. Mais vous dites quand même deux choses dans vos livres que je vais me permettre de remettre un petit peu sur le tapis. C'est que, premièrement, vous dites que l'autopsie et la dissection ont été condamnés par l'Église, peut-être parce qu'ils avaient peur que l'on découvre qu'il n'y avait rien d'autre que des organes, autrement dit qu'il n'y avait pas d'âme. Mais vous dites aussi une chose, vous dites aussi, il m'arrive parfois de regretter que tout puisse s'expliquer rationnellement.
Et donc forcément, quand on sait que vous aviez au départ la vocation d'être prêtre, eh bien l'enchevêtrement de ces phrases dans vos livres m'interpelle et me pousse à vous poser cette question à titre personnel, hein, non pas à titre de médecin légiste. Est-ce que vous pensez que le corps peut se définir comme étant seulement un amas de matière? Oui, tout à fait. Il peut se définir comme ça jusqu'à preuve du contraire. Et scientifiquement parlant, c'est comme ça qu'on définit. En fait, quand les autopsies ont commencé très très tôt dans l'histoire, hein, à Alexandrie déjà, il y avait deux médecins de l'époque hein, qui avaient fait de brillantes découvertes anatomiques qui ont disparu en même temps que la bibliothèque d'Alexandrie, malheureusement, et puis qui n'ont été redécouvertes qu'au XVIIe siècle. Ils avaient déjà découvert la circulation cardiaque, la double circulation, etc. C'était ce qui existait à l'époque à Alexandrie, c'était juste génial, quoi. Je suis vraiment émerveillé par cette période de l'histoire. Et le fait d'avoir brûlé cette bibliothèque nous a mis des centaines d'années de retard dans l'évolution des connaissances. Alors, l'Église, par rapport à ça, avait un problème. Aller à la rencontre des organes, c'était peut-être pas très gênant. Mais à partir du moment où on découvre l'anatomie, à un moment donné, on va se poser une question de savoir, mais comment est-ce que ça marche? Et alors, à ce moment-là, on va vers la physiologie. La physiologie, c'est la manière dont les organes s'enchevêtrent, comment ils fonctionnent les uns avec les autres, c'est comprendre comment ça marche. Et comprendre comment ça marche, c'était peut-être aussi se poser la question de savoir, mais où est l'âme dans tout ça? Comment est-ce que l'âme peut fonctionner? Vous savez, l'époque de ce personnage que j'adore, qui est Léonard de Vinci, à l'époque de Léonard, on pensait que le cerveau, et d'ailleurs, je vous invite à regarder le plafond de la chapelle Sixtine, vous allez tout de suite comprendre pourquoi, on pensait que le cerveau, et Léonard fait un dessin. Léonard a fait un dessin, allez voir, il a fait un coït. Il a dessiné un homme dont le sexe est en érection et qui éjacule, on voit du sperme, à l'intérieur du vagin d'une dame devant son utérus. Hein. C'est un dessin de Léonard. Et quand vous regardez ce dessin de Léonard, il faut suivre les trajets de ce qui amène à l'éjaculation. Vous allez voir qu'il y a 3 tuyaux. Il y a un tuyau qui part du cerveau, ici, qui descend le long de la moelle épinière, et puis qui arrive qui passe devant les testicules, qui arrive dans le pénis pour donner une partie de l'éjaculation. Il y a un autre tuyau qui vient du testicule, il y a un troisième qui vient du poumon. L'âme venait, à l'époque, c'est ce qu'on pensait, l'âme venait du cerveau, et c'est là que Michel-Ange a dessiné un cerveau au plafond de la chapelle Sixtine. Quand vous voyez Dieu qui tend son doigt pour toucher Adam, Adam qui est un peu flasque, il est inanimé, il tend son doigt aussi pour qu'il y ait une rencontre qui se fait, regardez où est Dieu. Vous allez voir, il est à l'intérieur d'une structure cérébrale, vous allez voir le lobe temporal, vous allez voir le lobe frontal, le lobe pariétal, le lobe occipital, le cervelet et la moelle épinière. Ils sont là. Et Dieu touche avec sa main gauche un gamin. C'est l'âme d'Adam. Et là, dans le creux de son bras, une jeune fille, c'est Ève, c'est l'âme d'Ève, qu'il va créer juste après. Et derrière lui, c'est pour ça que j'ai coutume de dire que nous sommes tous au plafond de la chapelle Sixtine, et à toute la descendance d'Adam et Ève, dans la conception de l'époque, évidemment. Et c'était ça. Et ça, c'est clairement démontré aujourd'hui. Il y a vraiment un cerveau au plafond de la chapelle. Donc, l'idée de découvrir l'âme et de découvrir où elle est, c'est une idée qui taraude l'Église depuis très longtemps. Il y a eu des expériences qui ont été menées, notamment par un médecin. C'est au début du siècle dernier, donc vers 1904, je crois 1906, une publication dans l'American Journal of Medicine qui expliquait qu'il a fait des tests. Si l'âme existait, elle devait forcément avoir une masse, et donc au moment où la personne meurt, cette masse doit disparaître. C'est l'idée. Et donc il a pris des mourants et les a mis sur des balances en attendant qu'ils meurent et mesurer le poids avant et après. Alors ça a été un bordel infini. Il n'a su faire que 7 cas. Il y en a un qui a marché. Et du coup, il a vu qu'il y avait une différence de 21 grammes. Mais il est très prudent, il est très scientifique en fait. Hein. Il dit que cette expérience doit être faite parce que on ne peut pas tirer de conclusion sur un cas. La différence était de 21,84, je crois, grammes entre avant et après la mort. Voilà. On a toujours été en recherche de cette âme. Aujourd'hui, la seule chose que la science peut dire, c'est que tout est matière à l'intérieur du corps. Mais essayez de trouver quelqu'un qui vous explique comment le cerveau marche, comment on arrive à ce que je vous vois là à l'écran, que je vous vois en couleur, que je vous vois à l'endroit, alors que dans mon œil, l'image est inversée, ça reste quand même un profond mystère. Hein. Donc, on n'a toujours pas tout résolu en médecine. Et l'orgueil des médecins, c'est de croire que tout est compris. C'est pas vrai, tout n'est pas compris. Il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Vraiment beaucoup. Et j'espère qu'un jour, la science nous donnera les moyens d'aller plus loin. Et tant qu'on ne va pas plus loin, la seule chose qu'on peut dire aujourd'hui, avec beaucoup de réserve,
c'est que nous sommes effectivement matière. Pour terminer cet entretien, Philippe, est-ce que vous pensez qu'on a tort de dramatiser autant la mort? Alors, on a tort de la dramatiser, et je vais être fataliste 2 secondes, parce que de toute façon, elle arrive. La mort n'est pas un drame, c'est un état. On passe d'un état de vivant à un état de mort. Ce qui en fait un drame, c'est la façon de la percevoir. Et dans notre société, qui est une société qui est devenue émotionnelle, passionnelle et lacrymale, comme disait un de mes collègues médecins, effectivement, la mort est un drame parce que justement, on est dans l'émotion tout le temps. Regardez les émissions de télé, regardez les émissions de télé-réalité, ça pleure dans tous les coins, ça a des émotions terribles dans tous les coins. Aujourd'hui, je vois en expertise des choses que je n'aurais jamais vues avant, avec des gens, il faut indemniser parce qu'ils ont vécu le deuil de quelqu'un d'autre, mais ils l'ont mal vécu parce que ça leur a été mal raconté et que ça leur a été présenté de façon trop brutale. Effectivement, le deuil a été mal vécu à partir de là, donc il faut les indemniser parce qu'ils ont vécu un deuil pathologique, parce que ça leur a été mal raconté. Où va-t-on? Où va-t-on? À un moment donné, un peu de raison pour combler l'émotion. Je sais bien qu'il ne faut pas trop de raison, il ne faut pas trop d'émotion non plus. Il faudrait quelque chose qui soit plus ou moins juste, hein. Ce serait bien. Nous sommes à la fois des êtres de raison et d'émotion. Aujourd'hui, on a tendance à perdre un peu la raison. Et si la mort n'est pas dramatique, qu'est-ce qu'il l'est? C'est de mal vivre sa vie. C'est une conclusion que je mets dans mes livres. Je dis profitez bien de la vie avant d'être dans mes livres.